Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Hors-Jeu Capital 79e numéro pour parler de toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, il y en a de l'actu autour du Paris Saint-Germain avec cette défaite hier contre Lyon en Ligue 1, 1-0. On va revenir dessus évidemment. On rendra aussi hommage à Gérard Rouillet qui s'est éteint ce matin à l'âge de 73 ans, ancien entraîneur du PSG, de Liverpool, de Lyon, encore ancien DTN de l'équipe de France. Et on terminera avec le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain qui rencontrera son ennemi favori, le FC Barcelone, une nouvelle fois pour ses huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc une grosse actu qui nous attend aujourd'hui, qu'on va débriefer avec l'équipe que je vais vous présenter tout de suite. Tout d'abord, Mousse qui est avec nous. Comment ça va, Mousse? Hola amigos, je me suis mis à l'heure espagnole. Ça va très bien. Ah, tu fais Merci des entrées après d'Hermel maintenant. Exactement. Ah non, Merci pour la référence. ouais, c'est ça. Non, c'est Ola Stico ce qu'il dit. Ouais, c'est pas une référence, mais ça va Ouais. penser à ça direct. Voilà. Et c'est pas cool de parler du meilleur ami de Nico, hein. Ouais. Franchement, voilà. Je crois que tout le monde est bloqué ici par Fred Hermel, non? Ah oui. Oui, Eh ben, je vais me tourner vers toi, Nico, parce que tu es le premier qui a parlé, le premier bloqué de l'équipe. Ça va, Nico? Nicolas Puravo qui est avec nous. salut tout le monde. Bah ça va, tranquille. Un bon lundi après un dimanche pourri, on va dire. Un début de semaine, on va dire. On va essayer d'avoir une semaine un peu plus sympa. Yacine Amnet qui est avec nous également. Ça va, Yass? Salut à tous. Ouais, ça va, ça va. Ça va? Ouh, c'est un petit ça va, ça. Ouais. Je connais quand il est comme ça veut dire qu'il est chaud pour le podcast et qu'il a des analyses tranchantes. On va commencer par tout d'abord, avant de rentrer dans le sportif et dans le vif du sujet, dans la partie un peu pas sympa du podcast sur le match de Lyon, on va tout d'abord rendre hommage à Gérard Rouillet. On a appris la nouvelle ce matin. L'ancien sélectionneur d'équipe de France et entraîneur du PSG et grand manager de Liverpool et de l'OL, qui s'est éteint cette nuit à l'âge de 73 ans. Le foot français pleure l'une de ses légendes, hein. Il s'est éteint dans la nuit de dimanche à lundi, entraîneur à succès avec le PSG. Je te disais, Yacine, je me tourne vers toi, le plus ancien. Il était au Paris Saint-Germain sous l'époque Francis Borrelli, le président en 85. L'équipe était belle avec Joël Bass, Luis Fernandez, Safet Souzic, Dominique Rocheteau. Il avait fait remporter au PSG dès sa première saison, hein, en 85, le premier titre de champion de France de l'histoire du club. Donc évidemment, nous on parle du Paris Saint-Germain dans le podcast. Donc il a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain et aujourd'hui on lui rend hommage. Un petit mot pour résumer ce que c'était Gérard Rouillet pour toi, Yacine. Le plus ancien, je crois qu'il y a Nico avec moi. On est à la lutte, hein. Je parle le plus ancien. Mais donnez vos âges, comme ça au moins les gens ils sachent, hein. 44. Moi, je donne pas vos âges, mais si vous voulez, on peut rentrer. 44, pas de problème. Nico, quel âge, Nico? Je dis rien, moi. Bon, bah ça sera Yacine le plus vieux, alors voilà. Il s'est mis. Ah bah non, je suis plus vieux que lui, moi j'ai 45. Donc, Mais je sais, je plaisante, évidemment. Parce que c'est toujours un peu la blague qu'on fait sur Yacine, mais évidemment que ce n'est pas le plus vieux de l'équipe. Revenons à l'hommage à Gérard Rouillet. Ouais, Gérard Rouillet, bah oui, quand il arrive de Lens, quand il arrive au PSG, il vient de faire 3 saisons. Faut connaître son parcours en fait. C'était un prof d'anglais qui n'a jamais été joueur professionnel. Et donc, il va commencer dans le nord de la France, à Neux-les-Mines, puis il va arriver à Lens, et il va arriver au PSG. C'est vrai que quand il arrive, bon, c'est pas trop, parce que finalement, à Lens, il a fait une première belle saison, et puis après, ça a été un peu moyen. Et dès la première saison, en fait, ça va prendre. Le PSG va d'ailleurs faire de la première à la 26e journée invaincu, obtenir son premier titre de champion de France. À l'époque, les 26 matchs d'affilée, c'est un voilà, après, il avait une belle équipe, mais malgré tout, il a su faire fructifier tout ça. Et voilà, donc il va emmener le PSG pour sa première Coupe des Champions à l'époque, Coupe d'Europe des clubs champions. Voilà, il va passer 2 ans et demi, parce qu'il va se faire licencier en 88. Ouais, la deuxième saison est un peu plus compliquée, hein. Il termine 7e. À un moment, il est laissé de côté et c'est Eric Mombert qui prend la relève avant qu'il finisse par quitter le PSG quelques mois plus tard. En octobre Voilà. 4, il laisse les clés à Eric Donc Mombert. oui, il aura marqué le PSG, parce que malgré tout, il aura amené le premier titre de champion de France de l'histoire du club. Et après, par son parcours, il marquera aussi le football européen, notamment à Liverpool. Même si, dans l'histoire, en fait, Gérard Rouillet, à part le titre, il va pas laisser une grande image, parce qu'on a un peu l'impression qu'il n'est jamais passé par le PSG. Après, quand on l'entend parler du PSG, on a presque l'impression qu'il n'est jamais venu au PSG. Donc voilà, après, malgré tout, il restera dans l'histoire du club, quoi qu'il arrive. Et voilà, ben, toutes nos condoléances à sa famille, à ses proches, et voilà. Évidemment, on adresse toutes nos condoléances à sa famille
à Gérard Rouillet. Nico, pour toi, c'était quoi Gérard Rouillet? C'est vrai que Yacine le rappelait, c'est aussi l'entraîneur. Il était, après avoir, à l'issue de la victoire des Bleus à la Coupe du Monde 98, où il était DTN à la Fédération française de football, il part entraîner le mythique club de Liverpool à partir de 98, où il vit une année 2001 phénoménale. Victoire en FA Cup, League Cup, Coupe de l'UEFA, Super Coupe d'Europe, Charity Shield, même le Ballon d'Or pour son attaquant Michael Owen. Alors ensuite, il a eu aussi des déboires un peu de santé avec Liverpool. Mais c'est vrai que c'est un mec, c'est un homme, un entraîneur qui a marqué le football. Oui, il a plus même, je pense, marqué un club comme Liverpool qu'un club comme Paris. Ouais, moi, j'ai pas trop de souvenirs de lui quand il est effectivement passé par le Paris Saint-Germain. C'est vrai, comme le dit vraiment bien Yacine, c'est que tu sens pas qu'il y avait entre lui et les clubs une histoire commune forte, assez paradoxalement, malgré ce premier titre. Et puis bon, après, moi, j'ai été élevé dans le culte de David Ginola, donc Gérard Rouillet, c'était pas mon idole forcément à une époque, vous vous en doutez. Mais oui, c'était un grand monsieur que moi j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises par le travail, qui était vraiment très très agréable, très gentil, un vrai technicien. Il connaissait vraiment très très bien le football et il a évidemment marqué l'histoire du football français et européen. Et donc c'est une triste nouvelle aujourd'hui. Mousse, pour conclure sur Gérard Rouillet, c'est vrai qu'on se rappelle beaucoup plus de Gérard Rouillet pour parler de champion de France, entraîneur de Lyon, quand il arrive au club en 2005, où il remportera le championnat de France, il remportera le trophée des champions, où ils font quart de finale de Ligue des Champions, éliminé par le grand Milan AC. C'est vrai qu'on se rappelle plus de Gérard Rouillet, entraîneur de Lyon, que entraîneur du PSG, alors qu'il a gagné quand même le premier titre de son histoire. Oui, c'est normal en même temps parce que Lyon, c'est beaucoup plus récent et comme ils avaient marqué leur empreinte dans les années 2000, parce que je crois que Gérard Rouillet succède à Paul Le Guen à Lyon, C'est ça. donc c'est un peu normal et il faut se rappeler quand il arrive en 85 au PSG, le club a une quinzaine d'années, donc c'est pas encore le club qui est devenu aujourd'hui, c'était pas encore le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui. Je pense que mes deux camarades ont tout dit. Bon, la référence à Ginola, pour les plus jeunes d'entre vous, Nico faisait allusion au fait que lorsque Gérard Rouillet était sélectionneur en équipe de France, il y a eu le fameux match, c'était France-Bulgarie, au Parc des Princes d'ailleurs, il me semble. Et perte de balle de Ginola, la 87e, 88e, il me semble. C'est ça, non? 90e. 90e. Ouais, je crois qu'on était à 88e. Ouais, ouais. Je n'ai pas très bonne mémoire en même temps. Et donc, il est sur le côté droit, il me semble, et au lieu de garder le ballon, ce que lui a reproché après Gérard Rouillet, il tente un centre récupéré par les Bulgares. Et ensuite, pour les plus anciens, ils se rappelleront du but de Kostadinov et qui prive la France d'une Coupe du Monde aux USA. Voilà, donc c'était pour ça. Là, écoutez, toutes mes condoléances à sa famille. Ça reste quelqu'un qui a marqué quand même l'histoire du PSG parce qu'il ramène le premier titre national, le premier titre de champion, parce qu'il y a eu une Coupe de France avant, mais premier titre de champion. Donc voilà. Reposez en paix, coach. Voilà, reposer en paix, monsieur Gérard Rouillet, c'est important de le rendre hommage, évidemment, dans le podcast. Passons aux sportifs et au match qui avait lieu hier. En rentrant dans le vif du sujet, je sais que vous l'attendez. Le débrief de ce Paris Saint-Germain-Lyon, victoire de l'Olympique Lyonnais 1-0. Le but de Tino Kadewere à la 35e minute sur une perte de balle de Presnel Kimpembe qui a crucifié Kylian Navas et le Paris Saint-Germain. Le PSG est 3e de Ligue 1 avec 28 points. Lyon est devant, est 2e avec 29 points. On en parlait, Nico, en off. Avant de lancer le podcast, le PSG est 3e de Ligue 1. C'est une position au classement qui n'a connu qu'une seule fois sous l'ère qatari à ce stade de la compétition. C'était l'année du titre de l'AS Monaco en 2016-2017. Et une autre stat, et je te lancerai dessus, 4e défaite en Ligue 1, 2e à domicile. C'est arrivé qu'une seule fois aussi depuis l'arrivée de QSI. Ça inquiétera les superstitieux. C'était l'année où Montpellier a été champion en 2011-2012. Il y a beaucoup de stats, je ne vais pas vous cacher sur le match hier, pas des positives. Le PSG a déjà perdu contre Marseille, Monaco, Lyon. La victoire hier, la défaite pour le PSG, la victoire pour Lyon est logique hier sur l'ensemble du match. Ouais, c'est ça le pire, c'est logique. C'est logique parce que tu proposes rien pendant 90 minutes. Il n'y a pas en face une équipe de Lyon monstrueuse. Il y a juste une équipe organisée qui joue vraiment sans aucune surprise pour le coup. Ça fait plusieurs semaines que Garcia a trouvé son schéma de jeu, donc on s'attendait exactement à ça. Et puis ils ont fait la seule chose qu'il y avait à faire contre Paris, jouer à peu près haut en première mi-temps en bloquant les relances et les milieux. T'isole Neymar et puis c'est terminé. Il n'y a plus rien d'autre à régler. Il n'y a plus qu'à attendre une erreur. Elle est arrivée par Kimpembe. Et puis il y a 1-0 à la pause. Ça aurait pu être 2 ou 3. Ça aurait été a priori la même chose à mes yeux. Et puis il n'y a pas de réaction de Paris en deuxième. C'est encore une fois ça qui est vraiment affligeant. C'est que c'est une équipe qui n'a rien montré dans le jeu, dans l'envie, dans l'état d'esprit. C'était complètement apathique. Et à l'arrivée, 1-0, c'est même plutôt bien payé pour Paris, je trouve.
Yacine, je lisais dans l'équipe ce matin, je lisais l'équipe et sur le résumé évidemment de ce match, et c'était résumé en disant que le match a récompensé l'équipe au collectif le plus cohérent, la plus disciplinée dans le repli et sans doute la plus motivée. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse? Oui et non. Oui, parce qu'effectivement, malgré tout, il y avait une cohérence et ouais, peut-être une motivation supplémentaire. Après, je trouve que, rapidement, pour faire une parenthèse sur Lyon, je Mhm. trouve qu'on en fait beaucoup. Lyon, face à ce PSG-là, n'a rien proposé en deuxième mi-temps. Ils se sont mis en bloc bas, ils ont attendu. Alors, ok, la victoire, elle est importante, il n'y a pas de problème. Le résultat, on connaît. Malgré tout, moi, je ne peux pas entendre que Lyon a fait un grand match. C'est pas sérieux. Lyon a fait un bon match, meilleur que le Non, PSG. j'avais pas dit que vous avez Non, fait non, un. non, non, non. J'ai dit que c'est l'équipe la plus, au collectif le plus cohérent. Hier, c'était Oui, l'équipe la plus cohérente sur le terrain. oui, mais malgré tout, en deuxième mi-temps, par exemple, il y a très peu de sorties de balles. Et quand on voit la façon de défendre du PSG, le positionnement, tu peux pas me faire croire que si réellement tu es cohérent collectivement, tu peux pas faire des sorties de balles plus intéressantes que ça contre cette équipe-là. Donc, en tout cas, sur la première, oui, pas de problème. Ils ont été meilleurs, plus inspirés, plus intelligents. Par contre, sur la deuxième, on peut pas me dire ça. Ils ont quand même défendu contre un PSG qui était horrible. Donc voilà, après, oui, il y a beaucoup de choses à dire sur le PSG collectivement, dans l'état d'esprit, mais aussi, encore une fois, on y revient sur le coaching. Ne pas trouver de solution, ne pas changer certaines choses, ça fait partie du travail de Tourelle. Et encore une fois, moi, quand il dit, je pense qu'on y reviendra sur ses déclarations, mais quand il dit je sais pas, j'ai pas senti, à un moment donné, c'est quoi ton travail? On l'a félicité sur le match de Basak hier et on s'est fait un peu avoir, moi le premier, je leur dis, parce que souvent je suis dur et j'ai pas voulu minimiser Basak parce qu'en fait, souvent on nous dit ah ouais, vous minimisez tout le temps. Quand PSG gagne 5-1, c'est toujours de la faute des autres. Mais en fait, si on avait fait de l'analyse normale, bah en fait, voilà, Basak c'était nul, c'est tout. Moi, j'ai trouvé plutôt cohérent dans ses déclarations d'après-match, et c'est à l'image de ce qu'il dit depuis plusieurs semaines, l'ami Thomas Tourelle. Et justement, t'en parlais, Yacine, donc je vais vous les donner et je te ferai réagir dessus, Mousse. Thomas Tourelle, sur l'analyse du match d'hier, je cite l'entraîneur allemand: je suis très déçu, pas seulement du résultat, mais aussi du niveau du match en général. J'ai vu un match d'un très bas niveau, et bien sûr, de notre part, on a manqué de presque tout pour avoir une performance sérieuse, ce qui est nécessaire pour gagner des matchs de Ligue 1. C'était un grand pas en arrière, après avoir fait quelques pas en avant. Aujourd'hui, c'est clair, on n'était pas prêt pour jouer un match compétitif. C'est de notre faute, c'est de notre responsabilité, moi et l'équipe. Si nous ne sommes pas premiers, quand on fait des cadeaux comme ça pendant beaucoup de matchs de Ligue 1, cela veut dire qu'on n'est pas assez sérieux. Mousse, est-ce que tu es d'accord avec l'analyse de Thomas Tourelle? Ouais, moi j'ai plutôt apprécié ces déclarations Ouais, moi aussi. C'est d'après-match. pour ça que je trouvais qu'il était quand même là pour le coup. Des fois, il botte un peu en touche, il dit que c'est pas de la faute des joueurs, il s'en prend un peu. Là, pour le coup, je trouve qu'il est plutôt cohérent et lucide sur le match d'hier. Oui, parce qu'il y a quelques matchs, disons avant je crois que c'était, il a commencé à redevenir lucide à partir de Manchester, il me semble, Après Bordeaux. après Bordeaux, ouais, exactement. Et donc, ce qu'il raconte dans l'après-match, il a tout à fait raison. Là, je te trouve un peu sévère, Yacine, sur Tuchel, parce que euh, il s'implique, hein, il dit qu'il est responsable, mais il y a aussi les joueurs, parce que moi, je pense que quand même que en Ligue des Champions, même si Başakşehir est nul et même si Manchester, c'est plus un top niveau européen, bon, ils ont quand même mis quelques ingrédients, ils ont montré une certaine motivation, et il y avait quand même des choses intéressantes dans ces matchs-là. Dans le match d'hier, moi, je ne pense pas que Thomas Tuchel leur a dit c'est bon, les gars, on est premier de notre groupe, on est qualifié en huitième de finale, on est en vacances, vous pouvez vous lâcher. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que la responsabilité, là, elle est plutôt des joueurs. Après, sur la composition, tu fais toujours avec les moyens du bord, en sachant que tu as joué en Ligue des Champions la semaine dernière. Il fallait sans doute faire tourner un peu. Pour moi, la responsabilité, elle est d'abord celle des joueurs avant celle de Thomas Tuchel. Et la deuxième chose avec laquelle je ne suis pas trop d'accord avec Yacine, c'est quand tu parles du match des Lyonnais. Alors, je suis d'accord sur la première mi-temps avec toi. Ils font une bonne première mi-temps, les Lyonnais, en tout cas cohérente. Et la deuxième mi-temps, c'est peut-être aussi un choix de leur part, en sachant que en étant mené 1-0, Paris allait sans doute faire des changements. Je pense qu'ils ont craint l'entrée de Mbappé et peut-être qu'ils se sont dit maintenant, on va les attendre et on va procéder en contre. Je ne pense pas que ce soit une. Quand tu joues au PSG, qui est largement au-dessus de toi normalement sur le papier, et en plus tu joues chez eux, au Parc des Princes, moi, je ne peux pas en vouloir à Garcia en deuxième mi-temps de reculer un peu. Alors, si vraiment c'est ce qu'il a demandé à ses joueurs, hein. Peut-être qu'effectivement, il a pas demandé ça et que par peur, les Lyonnais ont reculé normalement.
Mais pour moi, Lyon, même en deuxième mi-temps, enfin, moi, je trouve ça plutôt cohérent et logique, le fait qu'ils attendent Paris. C'est à Paris de faire le jeu, c'est à Paris de rattraper le score. Pour moi, Lyon a fait son match. Pas extraordinaire, mais un match intelligent, quoi. Je te laisse répondre, Yacine, juste pour ajouter dans le propos de Mousse que Lyon est une équipe qui aime attendre. On l'a vu lors du Final 8 contre la Juventus, contre Manchester City. Ils ont toujours joué comme ça en position d'attente et ils préfèrent exploser en compte parce qu'ils En première, c'était pas le cas, Hugo. C'est vrai qu'il a raison. Enfin, là, c'est comme ça que je disais qu'avec Yacine, j'étais d'accord qu'en première, il mettait un peu plus de pressing, un peu plus de. Première. Après, voilà. Encore une fois qu'une équipe quand même joue un peu, essaie de rivaliser avec le PSG, ils ont un match par semaine. On rappelle quand même, ils n'ont pas de Coupe d'Europe avec la qualité qu'ils ont. Heureusement qu'ils ne font pas que d'attendre bas. Yacine, je te laisse répondre à Mousse. Déjà, tu as donné une partie de la réponse. Lyon, ils ont une semaine pour préparer un match. Ils sont pas capables de jouer 90 minutes parce que pour moi, ils n'ont pas joué 90 minutes. La deuxième chose, c'est que oui, c'est peut-être un choix. Ce que je dis en fait, c'est que faut pas croire que Lyon a fait un grand match. C'est ce que je veux dire. Mais personne n'a dit ça, du coup. Non. Il y a beaucoup. Non, mais pas ici. Mais il y a beaucoup de choses sur le match de Lyon. Lyon n'a pas fait un grand match. Lyon a fait un bon match, sérieux. Voilà, stop. La deuxième chose sur Tourelle, juste, c'était de dire, je suis pas contre son analyse. Mais en fait, l'analyse, à la limite, nous, on peut la faire aussi. Mais son travail à lui, c'est quand même de trouver des ressorts pour motiver son équipe. C'est de trouver des compositions d'équipe qui vont à un moment donné, justement, te permettre de ne pas faire ce constat. Moi, c'est ça que je lui reproche. Parce que si tu fais ce constat en disant on n'a pas été bon, on n'a pas été dans l'état d'esprit, pourquoi tu attends la 65e pour faire des changements Pourquoi tu restes à 5 derrière Pourquoi tu n'as pas senti ton équipe t'as pas senti que ton équipe, elle n'allait pas forcément être bien dans l'état d'esprit pourquoi t'as pas. Voilà, moi on revient à l'équipe Ligue 1, Ligue des Champions. Il l'a fait les 2 semaines d'avant parce qu'il y avait 2 gros matchs en Ligue des Champions qu'il fallait absolument gagner. Pourquoi sur ce match-là, tu le fais pas? Mais Lyon, moi, je veux bien que Lyon, et aujourd'hui, ils sont premiers égalité, etc. Mais qu'on ne me fasse pas passer Lyon pour une équipe de fous. Non, mais juste un truc, Yacine, sur la composition et le fait qu'il ait reconduit le 3-5-2 ou le 5-3-2, hier, on s'est quand même bien rendu compte que s'ils n'avaient pas insisté à passer dans l'axe, souvent, tu voyais Florenzi et Becker qui étaient hauts sur le terrain et parfois, on ne les servait pas non plus. Et quand ils étaient servis, il y avait des centres intéressants qui arrivaient. Moi, je suis sur la compo, ça ne m'a pas surpris, en fait. Enfin, c'est pas ça qui m'a gêné. C'est plus l'attitude des joueurs, pour le coup, tu vois. Justement, Nico, je te laisse un peu trancher ce débat. Qu'est-ce que tu penses? Tu as pensé de la performance de Lyon? Tu es d'accord plutôt avec Mousse ou Yacine? Et par rapport aussi à la composition que Tourelle a remis en place hier, le 5-3-2. Lyon, je vous l'ai dit en préambule, ils font un match sérieux. C'est pas, je me suis fait déchirer hier sur Twitter par tous mes amis lyonnais, mais c'est pas une grosse équipe d'Europe qui est venue gagner au parc hier. Ouvrez les yeux, quoi. C'est en première mi-temps, voilà, il y a un semblant de pressing, mais c'est pas non plus ultra violent. Il y a les pertes de balles de Paris qui facilitent les récupérations lyonnaises. Après, quand ils ont le ballon dans les pieds, Lyon, à part 2-3 mouvements à peu près intéressants près de la surface, mais ils ne perforent pas, ils ne sont pas violents. Et puis, effectivement, en deuxième mi-temps, ils ne proposent plus rien. Donc, ce n'est pas un grand Lyon qui est venu gagner au parc hier. C'est ça qui est vraiment embêtant. C'est que c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe de Ligue 1. Je pense que Lille propose un football beaucoup plus plaisant que Lyon. Et je pense que ce sera d'ailleurs beaucoup plus difficile samedi prochain que ça ne l'était hier. Après, sur la compo, et là, Mousse, moi, je ne suis pas d'accord avec toi du tout. C'est que je vous l'ai dit que le 3-5-2, ou on va dire 3-5-2, hein, que ce soit plus simple. Moi, je reste persuadé que c'est une très bonne stratégie pour ce PSG-là. Ça correspond vraiment à du profil. Mais hier, qu'est-ce que je vois au coup d'envoi? Il y a un milieu de terrain qui joue en défense, il y a un attaquant qui joue au milieu. Donc déjà, tu as 2 joueurs qui ne sont pas à leur poste pour commencer. Donc tu te mets tout seul déjà une balle dans le pied pour commencer ce match, avec des automatismes qui n'existent pas, avec ton milieu qui est... On l'a vu au bout de 5 minutes, le milieu de terrain du PSG était complètement dépassé. Tu as un Paredes qui joue trop bas, tu as un Di Maria qui joue trop haut. Tu te retrouves avec Verratti tout seul au milieu de 3 Lyonnais. Et ce qui fait que pendant quasiment 90 minutes, tu n'es pas capable de sortir une seule fois le ballon. Et ça... Mais ça, c'est la faute des joueurs, Nico. C'est pas... Ils l'ont fait dans ce système-là. Non, mais ils ont joué dans ce système-là, ça se passait Di Maria, bien aussi, tu vois, donc. Di Maria, tu lui skis. Alors, Di Maria, je suis d'accord. Joue au milieu. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, c'est la faute des joueurs. Il y a un moment où Tourelle, sur le banc, il est capable de dire à Paredes, maintenant, Coco, tu avances de 20 mètres. Il est capable de dire à Di Maria, mets-toi à côté de Verratti et mets-toi entre les lignes pour proposer des solutions de passe. Il est là le problème de Tourelle. C'est que pendant 70 minutes, tu as une espèce de fouille au milieu qui ne t'amène rien et on n'a aucun ajustement. Ne pas faire de changement à la mi-temps, c'est quand même c'est fou.
retrouver les 11 mêmes joueurs au début de la mi-temps dans le même système, au début, je crois que c'était une blague. Donc, il a quand même une responsabilité, Tourelle. Après, je suis d'accord avec toi, c'est pas Tourelle qui perd les ballons, c'est pas Tourelle qui va pas au pressing, c'est pas Tourelle qui est pas inspiré sur ses passes. Évidemment que les joueurs ont des responsabilités, mais le point de départ, encore une fois, l'ami Thomas Tourelle, il se plante. Voilà, il se plante au départ, il se plante pendant le match et il se plante pas à la fin. Effectivement, il est lucide, il reconnaît qu'ils ont été nuls, heureusement. Yacine, tu veux réagir Ouais. sur ce que dit Nico? Pour aller dans le prolongement de Nico, il y a une chose essentielle, c'est que le positionnement de Di Maria, qu'il joue faux pied quand il est devant, il n'y a pas de problème, puisqu'il va rentrer pour libérer le couloir. Mais qu'il joue faux pied au milieu, en fait, c'est inutile. Parce que du coup, tu vas tout le temps rentrer dans la... Yacine, il faut que tu expliques quand tu dis joue faux pied. Ah, Peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Ouais, tu vois, bah oui. Donc un gaucher à droite, ça va, on n'a pas un je pense public que tout le monde, mais bon. débile. Ah non, il y a des gens peut-être qui ne vont pas comprendre. Ah Ouais, non, c'est moi, vrai, c'est vrai. Ah non, c'est normal qu'il explique. Franchement, Alors, c'est normal. soyons pédagogues, vas-y, Yacine. Rapidement, hein, mais évidemment. Ouais. Donc le faux pied, c'est le gaucher qui joue côté droit. Donc, donc pas sur le bon pied pour aller centrer, déborder. Que tu le fasses donc en attaque, il n'y a pas de problème. Puisque tu vas libérer des couloirs, tu vas rentrer à l'intérieur, chercher des angles de passe. Mais que tu le fasses au milieu, c'est pas normal. Parce que finalement, Di Maria, il s'est retrouvé en permanence à aller à l'intérieur du jeu dans la densité lyonnaise. Et Verratti de l'autre côté. Mais pourquoi il n'a pas déjà inversé juste ces deux joueurs-là? Après, il y a l'attitude de Di Maria dont on parle depuis plusieurs semaines. Moi, je veux bien qu'il soit touché, blessé, vexé, il n'y a pas de problème. À un moment donné, c'est quoi ton métier? Tu es payé pour faire quoi? Alors, tu es en fin de contrat et tout, il n'y a pas de problème. Mais tu es payé pour jouer. Tu ne peux pas bouder sur le terrain parce que tu ne joues pas à ton poste, parce que tu n'as pas joué les 2 derniers matchs, parce que tu as joué qu'une heure là. Non, mais c'est pas possible. Son attitude hier, elle est déplorable. Donc voilà, c'est plein de petites choses accumulées qui font que Tourelle s'est trompé. Et il n'a pas réajusté. Et encore une fois, tu peux te tromper au départ parce que tu as une idée. Mais si tu ne réajustes pas, c'est quand même qu'il y a un problème de lecture du jeu ou d'emprise sur ton équipe. Mousse, est-ce que tu veux répondre ou on passe à... Non, je réponds 30 secondes. Encore une fois, moi, ni j'ai prétendu que Lyon avait fait un grand match. Ça, je pense que personne ne l'a prétendu ici. Et je dis pas que Thomas Tuchel n'a aucune responsabilité. Évidemment, c'est lui qui fait l'équipe, c'est lui le coach. Il a une responsabilité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, le plus choquant, c'est l'attitude des joueurs hier. Et il a déjà joué dans ce schéma-là, et on a vu des bons matchs dans ce schéma-là où tu n'avais pas 40 mètres d'écart entre la défense entre Paredes, excuse-moi, et Verratti et Di Maria, parce que c'est vrai qu'au milieu de terrain, et là, Nico, tu as absolument raison. Il y avait un no man's land au milieu, et tu avais Paredes qui était plus proche des 3 défenseurs, et tu avais plus loin, plus haut, Verratti et un Di Maria inexistant et inutile, je dirais même à ce poste-là. Donc oui, mais pour moi, encore une fois, le comportement des joueurs hier, il laisse vraiment à désirer. Et encore une fois, je ne pense pas que Thomas Tuchel leur a dit ouais, les gars, jouez en détente, on est qualifié en Ligue des Champions, il reste quand même 3 matchs. Et beaucoup d'équipes de Ligue 1 avaient rattrapé leur retard sur nous. Donc il y avait quand même un enjeu dans cette fin de saison. Donc au vu des déclarations de Thomas Tuchel, oui, il est responsable, mais voilà, comme tu l'as dit, Nico, c'est les joueurs qui ratent les passes. C'est Kimpembe hier qui est dans un mauvais soir et on prend un but à cause de lui. Alors, je ne vais pas tomber sur Kimpembe parce que ça arrive de faire des mauvais matchs, hein, mais hier, il a fait un très mauvais match. Paredes, il ne fait pas beaucoup sur l'action. Hein. Il ne se bat pas trop pour la chercher ni pour la récupérer après. Hein. Il est quand même très statique. Hein. Je parlais de Kimpembe parce que j'ai trouvé qu'il a fait énormément d'erreurs techniques hier et ça ne lui ressemblait pas. Donc voilà, c'est pour ça que je le cite en exemple. Et c'est vrai que Nico, ce PSG-là est incompréhensible. On est bien placé pour le savoir, puisqu'on débriefe leur match chaque semaine dans le podcast. Après Manchester, on disait qu'il y avait un semblant de regain de forme dans l'équipe, de motivation. Thomas Tuchel avait parlé d'une nouvelle saison qui commençait. On les a loués aussi, à juste titre, contre Başakşehir cette semaine, parce qu'ils ont fait un gros match. Alors, est-ce que ça montre aussi que l'adversaire était très faible en face quand on voit le match d'hier? Mais c'est vrai que ça devient difficile à analyser en fait, le Paris Saint-Germain, parce que d'un match à l'autre, les performances ne se ressemblent pas, on fait souvent les mêmes constats. Et au final, oui, il y a un constat, c'est que peut-être que voilà, le Paris Saint-Germain ne fait pour l'instant. Alors, a acquis sa qualification en Ligue des Champions étant premier de sa poule, mais a été plusieurs fois au bord de précipice. Quel bilan tirer pour l'instant de la saison du Paris Saint-Germain? C'est difficile quand même à analyser. Dans le jeu surtout. Déjà, je crois qu'il y a quand même un critère qui ne change pas depuis le début de la saison. Alors, c'est un peu étonnant parce que j'avais l'impression que ça allait mieux, c'est le physique. Moi, hier, c'est ce qui m'a choqué, c'est que
Autant même à Montpellier, j'avais trouvé que ça allait mieux dans le pressing. Tu sentais qu'il y avait moins de fatigue. Contre les Turcs, pareil, on a senti une équipe qui allait mieux physiquement. Et hier soir, tu replonges vraiment sur ce côté-là. Alors, on peut encore une fois pas minimiser les blessures, la préparation, toutes ces choses dont on a déjà beaucoup parlé. Et je crois qu'il y a quand même ça encore aujourd'hui qui pèse. Et c'est déjà une première surprise, parce qu'encore une fois, moi, je pensais que ça allait mieux. Après, sur l'analyse du PSG depuis le début de la saison, il y a un truc récurrent, c'est qu'il n'y a pas de jeu collectif. On en revient toujours au même problème. C'est qu'à partir du moment où tout repose sur un ou deux joueurs et qu'à côté de ça, tu n'as aucun plan B, aucune solution, aucune idée, aucun circuit de passe, enfin, tu as des joueurs paumés qui sont juste là à faire joujou avec le ballon, à essayer de donner le ballon à Neymar ou à Mbappé. Et puis bah, hier, Mbappé il est sur le banc et Neymar il est mauvais. Donc ça réduit très très rapidement tes possibilités. Et c'est un petit peu, je trouve, le constat de ce PSG-là, c'est on est très lisible pour l'adversaire. Ce que fait Lyon hier, c'est parfait au niveau tactique. C'est triste à dire, mais vous prenez hier une leçon tactique de Rudy Garcia. Alors, c'est pas non plus Capello ou Saki pour faire ça. Voilà, il a compris ce que tout le monde a déjà vu. C'est qu'à partir du moment où tu es solide derrière, que tu coupes le circuit de passe vers Neymar, déjà, tu es tranquille. Et c'est ça qui est désespérant, c'est qu'une équipe te fait ça et derrière, tu n'as aucune réponse sur le terrain à apporter. Tu peux avoir des réponses après avec d'autres joueurs. Et là, c'est là où moi, je pense que Tourelle a une grosse responsabilité. C'est que mettre un milieu de terrain, Di Maria au milieu, pour moi, hier, c'est juste, mais honteux. Parce que d'abord, il n'a pas joué là depuis. Nico, il y en a qui en ont parlé, on en a même discuté de dire est-ce que Di Maria pourrait venir justement dans ce système de 5-3-2, venir au milieu de terrain pour justement avoir de la place et jouer. On a la réponse. On ne peut pas reprocher à Tourelle de le faire. Alors, on peut lui reprocher de ne pas l'avoir changé en première période, au bout de la première période parce que ça ne marchait pas, mais on ne peut pas lui reprocher de l'avoir essayé. Sauf que Tourelle, il le voit tous les jours à l'entraînement, Di Maria. J'ose espérer que ce schéma-là, il a été testé un petit peu, ils se sont un petit peu entraînés dans ce schéma-là. Et on le voit hier, Di Maria, il a un problème de positionnement. Je ne vais même pas parler de son attitude ou de ses erreurs techniques. Je parle juste dans son positionnement. Quand moi, je vois un milieu de terrain qui est censé venir aider les relances, que je le vois faire un appel de 40 mètres, limite, il est à côté de Keane, c'est pas ce qu'on lui demande hier. Donc tu déséquilibres ton bloc. Et ce qui me gêne, c'est que Di Maria, on sait très bien hier pourquoi il le met là. Parce qu'il veut rester dans son 3-5-2 et que Di Maria, s'il ne le met pas là, il le met sur le banc et qu'il va faire la tête et que patati et patata. Donc tout ça, c'est gênant et moi, je ne comprends pas, encore une fois, qu'on n'ait pas hier des Fadiga, qu'on n'ait pas Rafinha, qu'on ne tente pas de mettre justement du sang frais parce que la est là. Ouais, mais bien sûr, tous ces joueurs-là. Donc voilà pourquoi Tourelle a une grosse responsabilité parce que c'est à lui justement d'entretenir cette espèce d'élan, tu te rends compte, ton entraîneur, il t'explique, j'ai pas vu que les joueurs étaient fatigués. Mais il était où depuis 3 jours là? Il les a pas vus à l'entraînement. C'était quoi le programme des derniers jours de Tourelle? Tu te rends compte, ton entraîneur te dit ça. Je n'ai pas vu qu'ils étaient fatigués, je me suis trompé. Mais Nico, est-ce que tu as vu sa déclaration sur Icardi quand il dit j'espère qu'il s'entraîne bien ou je sais plus quel. Ah, j'ai pas vu ça. Comme si, en conférence de presse, on lui pose la question sur Icardi, il dit j'espère qu'il s'entraîne ou qu'il se prépare sérieusement, quelque chose comme ça, alors qu'il est censé quand même le voir au centre Redoux tous les jours. Ça laisse aussi entrevoir la mauvaise relation entre les deux hommes, j'ai l'impression, parce que quand il répond aux journalistes sur Icardi, tu as l'impression qu'en fait, il n'y fait même plus attention, quoi, tu vois. Après, quand tu te remets d'une blessure et que tu travailles physiquement, tu n'es pas toujours avec le groupe. Tu fais des séances aussi de soins, etc. Oui, mais tu es au centre Redoux. Oui. Non, mais bien sûr, non, mais ça n'excuse rien. Je dis pas, mais un entraîneur doit prendre des nouvelles de ses joueurs blessés. Tu vois. Bien sûr, évidemment. Yacine. Ouais, juste, quand Nico parlait du problème athlétique, donc j'en avais parlé, moi, de l'histoire de faire tourner en attendant, parce qu'on sait, malheureusement, avec la préparation ou la non-préparation, que les joueurs ne sont pas capables aujourd'hui. On le voit pas qu'au PSG, dans plein d'équipes, ne sont pas capables aujourd'hui de faire un match tous les 3 jours sans quand même un certain nombre de rotations. On le voit même à City, le Manchester United, Manchester City, c'était une horreur. Si tu regardes toutes les équipes, il y avait une info hier, tous les champions en titre ne sont pas leaders actuellement dans leur championnat. Ouais. Bayern a fait nul contre Lyon Berlin, Dortmund en a pris 4, voilà. Le Real a gagné, Barcelone aussi, mais c'est très compliqué. Manchester City, le derby était horrible, donc c'est vrai que ça rentre en jeu aussi. Voilà, mais pour aller un peu plus loin, c'est que pourquoi on a cru que ça allait mieux? Parce qu'en fait, il y a des joueurs qui ont fait un match par semaine depuis 2 semaines, puisqu'il y avait une priorité donnée à la Ligue des Champions. Là, j'ai repris la compo à Montpellier.
tu as Gay, tu as Herrera, tu as Di Maria, tu as Pembele, tu as Dagba, tu as Kurzawa. Et voilà, tu as la moitié de l'équipe, voire un peu plus, qui n'est pas titulaire d'habitude. Alors attention, je ne dis pas que contre Lyon, tous ces joueurs devaient jouer, mais il y avait peut-être une rotation plus importante à amener pour donner de la fraîcheur. Et la dernière chose, 30 secondes sur le système, il n'y a pas de problème, le système, moi l'état d'esprit, hier, il a été déplorable, je l'ai écrit dans le papier, c'était une horreur. Maintenant, s'il existe différents systèmes dans le football, c'est qu'à un moment donné, ils ont quand même une importance. On ne peut pas toujours minimiser en disant l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est normalement la base quand tu rentres sur le terrain, mais il y a des choses à faire. Et c'est pour ça que hier, il y a aussi pour moi l'histoire du système, parce qu'à un moment donné, quand tu n'as pas de présence devant, parce que tu n'as que 2 attaquants et pratiquement 8 joueurs, allez, parce que Di Maria, en fait, 7 joueurs, parce que Di Maria, je ne sais pas s'il était plus défensif ou plus offensif, mais à un moment donné, peut-être que enlever un défenseur, rajouter une personne au milieu, faire monter un milieu et un attaquant, ça te permet d'avoir déjà 6 joueurs un peu plus haut, disposés différemment, pour avoir du monde dans la surface, etc. Donc, c'est ça que je dis, c'est pas juste dire, ouais, le système, ce serait facile d'expliquer le football que par le système. Mais s'il existe autant de systèmes, c'est qu'à un moment donné, il a quand même son importance. C'est vrai. Mousse, il y a une stat aussi qui illustre le match d'hier, pour continuer un peu dans le débrief de ce match, c'est que le PSG n'a cadré qu'un tir contre Lyon hier, son plus faible total lors d'un match de Ligue 1 joué à domicile depuis le début de l'RQSI. C'est encore une stat qui vient s'ajouter aux autres, mais c'est aussi, ça résume aussi bien le match des Parisiens hier qui ont buté sur le collectif lyonnais, qui ont eu du mal à passer par l'axe parce que c'était bien pris évidemment par la tactique mise en place par Rudy Garcia. Et les seules occasions sont venues principalement, on va dire, des latéraux, avec Florenzi qui a eu les 2 plus grosses situations, on va dire, et la frappe d'Mbappé. Ouais, c'est ce que je te. Et oui, Nico? Il y a une belle occasion pour Becker aussi. Oui, belle occasion, bien manquée. Ouais. Un très très beau loupé si tu veux. Je te lancerai dessus après, t'inquiète pas, je t'oublie pas, Nico. Ouais, non, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire que parfois le jeu était un peu décarté, que ce soit sur Florenzi ou Becker, et effectivement, on a senti Neymar qui a toujours voulu passer dans l'axe. Parfois Keane qui se démenait, qui faisait des débuts d'appel, mais il n'était pas servi. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'action en première mi-temps où il récupère un ballon, mais il est archi maladroit dans sa conduite de balle et ensuite il fait un truc bizarre et finalement il perd le ballon. Donc entre sa maladresse et le fait qu'il soit peu servi et l'égoïsme de Neymar, bah, ça a donné un tir cadré. Voilà, et on reviendra sur Neymar, mais alors évidemment on est tous tristes par sa sortie en pleurs et sa blessure, évidemment. Et jamais, au grand jamais, je dirais c'est de sa faute, il l'a cherché. Si on prend des joueurs comme Neymar, c'est aussi pour son jeu. Sauf qu'hier, c'était le Neymar des mauvais jours, pardon, et que comme les autres, il n'avait pas de physique. Et quand il n'a pas de physique, on voit bien qu'aucun dribble ne passe. Aucune accélération, aucun dribble. Et moi aussi, un peu comme Nico, je suis très surpris parce que je pensais moi aussi à tort que physiquement, il montait crescendo. Et c'est vrai, quand j'ai vu le match d'hier, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. On a l'impression d'être revenu 2 mois en arrière, où les joueurs n'avançaient pas, et même Verratti. Verratti, c'est surprenant parce que là, il enchaînait un deuxième match. Et là, tu te dis, bon, est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, il peut enchaîner 2 matchs d'affilée ou est-ce qu'il faudrait faire comme l'a prédit, comme l'a conseillé Yacine, pardon, d'avoir une équipe pour la Ligue des Champions. Et bon, maintenant, c'est pas nécessaire parce que ça reprend qu'en février, mais. Et puis, c'était Lyon. C'est quand même un gros adversaire. On n'allait pas mettre une équipe bis face à Lyon. Donc, c'est très surprenant, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'une analyse à l'autre. Tu as les mêmes joueurs, mais tu n'as pas du tout les mêmes comportements. Et moi, encore une fois, je pense que la pression qu'on leur avait mis pour la Ligue des Champions, comme ils n'étaient pas en très très bonne posture après la défaite à Leipzig au tout début, moi je pense que la pression a été relâchée et vu qu'il y a eu un petit incident, ils devaient jouer mardi, ensuite il y a eu un événement qui a fait le tour du monde. Je pense que cette nuit, la nuit de mardi à mercredi, tout le monde a cogité, etc. Je pense que ça a dû jouer aussi un peu sur la fatigue mentale, la fatigue physique. Donc voilà, mais ça reste quand même incompréhensible. Et donc c'est le rôle de Tourelle. C'est lui qui doit. Encore une fois, je dis pas que Tourelle n'est pas responsable de ça. Non, évidemment, Yacine, Nico, vous avez raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, comme l'a dit tout à l'heure Nico, il n'est pas sur le terrain. C'est pas lui qui essaye de dribbler 8 joueurs. Lui, je pense que comme nous, il aurait aimé, il l'a dit, il aurait aimé voir autre chose. Après qu'il ait pas fait les changements, etc. Bon, qu'est-ce que tu veux?
Non, mais On comme a l'habitude. ce que tu dis sur le côté mental, Ouais. je veux dire, il n'y avait quand même pas besoin d'être un préparateur mental chevronné pour comprendre qu'après la semaine qu'ils ont passée, la qualification, l'histoire du match, etc., il allait avoir un problème mental. C'était obligé, puisqu'on n'arrête pas de dire depuis septembre qu'aujourd'hui, finalement, il y a le côté athlétique, mais le vrai problème des joueurs, parce qu'Mbappé l'a dit aussi il y a 1 mois et demi ou 2 mois, ouais, on a l'impression de ne pas avoir eu de vacances, de ne pas avoir coupé. En fait, tout le monde te répète qu'aujourd'hui, le problème majeur des joueurs, en fait, il est mental. Ouais, mais Yacine, là tu avais Lyon à jouer. Il ne pouvait pas se permettre de faire tourner contre une équipe qui il savait que s'il perdait, il passait devant le PSG. Moi, je pense que l'idée de Tourelle, c'était de mettre cette équipe-là, la meilleure possible, pour faire tourner contre Lorient mercredi soir, Ouais. je pense. Oui, c'est possible. Mais tu dois sentir certaines choses. Alors peut-être pas faire tourner à 8 joueurs, mais au moins peut-être 3 joueurs, 4 joueurs, je ne sais pas. Peut-être faire rentrer Rafinha dès la deuxième mi-temps à la place de Aussi, Di Maria. voilà. Ouais. Sur le match de Neymar, Nico, alors il y a eu un communiqué, parce qu'évidemment, vous l'avez vu hier, il est sorti sur blessure après ce tacle de Thiago Mendes sur sa cheville gauche. Il y a eu un communiqué fait par le club, le Paris Saint-Germain, ce matin. Je vous le lis sur la blessure de Neymar. Le bilan clinique et radiologique de Neymar dans les suites du mécanisme d'entorse de la cheville gauche survenu hier soir est rassurant. Un nouveau point et des nouveaux examens seront effectués dans 48 heures. Donc, a priori, Nico, ça ne devrait pas être une fracture, peut-être une entorse, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, hier c'était le Neymar des mauvais jours, on va dire. Ouais, attends, je me déplace. Nico change de décor. Mais non, je me fais envahir dans ma cuisine. Là, vous êtes en inside chez Nicolas Bravo. Voilà, excusez-moi. C'est le Neymar Oui, des. il habite à Versailles. Hein. Peut-être même au château, c'est tellement grand. Je vous ferai une visite un jour. Ouais, c'est un Neymar. C'est frustrant, encore une fois, parce qu'on en a parlé la semaine dernière. En plus, hein, Mousse voulait le prolonger avec prime à la signature et portrait géant sur la Tour Eiffel. Je vous avais dit, bah, attendez un peu qu'il nous fasse 3 matchs déjà, qu'il enchaîne. Et puis, bah voilà, il n'enchaîne pas. Hier, il se frustre très vite parce qu'il sent que l'équipe n'est pas bonne, que dans ces cas-là, on le connaît. Il a l'impression qu'il doit tout faire lui-même et il déjoue et puis il respecte rien. Il fait pas les décalages quand il le faut. Il surjoue dans ses dribbles, il provoque. Là, il s'était mis en tête de faire péter Dubois. Voilà, c'est le Neymar très pénible. Bon, la bonne nouvelle de la soirée, c'est qu'a priori, la blessure, c'est pas très grave, mais ça sera peut-être même un mal pour un bien, parce que lui, ça va lui permettre de se reposer un petit peu, parce que je pense qu'il est comme les autres très fatigué. Et puis, ça va peut-être obliger aussi maintenant Tourelle à se rendre compte qu'on peut pas tout miser sur Neymar sur plusieurs matchs, puisqu'il n'est plus là, et qu'il y a peut-être d'autres moyens de jouer au football, et qu'il va falloir trouver un petit peu plus d'idées dans le jeu. Donc, j'espère qu'on va mettre à profit cette absence qui, si elle n'est pas trop longue, ne sera finalement pas si préjudiciable que ça. Pour aller dans le prolongement de Nico, ça sera ma dernière question avant de passer au tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Yacine, tu n'auras pas Neymar contre Lille la semaine prochaine, bon, contre Lorient déjà cette semaine, et puis contre Lille, qui est leader de championnat, peut-être l'équipe la plus séduisante depuis le début de saison. Le Paris Saint-Germain a perdu contre Marseille, contre Monaco, contre Lyon. Comment se réinventer pour Thomas Tuchel quand tu n'as pas d'identité de jeu depuis plus d'1 an et demi? Bonne question. Hein. En une semaine avec 2 matchs, ça va être compliqué. Voilà. Parce que ça veut dire que tu peux pratiquement pas t'entraîner. Voilà. Franchement, là aujourd'hui, j'ai pas de réponse parce que en fait, ça dépendra aussi de l'équipe qu'il alignera à Lorient finalement. S'il veut absolument prendre des points en disant faut que j'aligne ma meilleure équipe ou les meilleurs joueurs, ça veut dire que c'est eux qui vont enchaîner contre Lille. Si tu fais tourner, ça veut dire qu'il y a une équipe qui va se reposer. Enfin, il y a quelques joueurs qui vont se reposer. En sachant qu'Mbappé hier est rentré 25 minutes parce qu'il avait que 25 minutes dans les jambes d'après ce qu'a dit Tourelle. Il avait une alerte musculaire, c'est pour ça qu'il est remplaçant en coup d'envoi. Voilà, ça veut dire que est-ce qu'il faut le faire jouer à Lorient en prenant un risque ou est-ce qu'il faut attendre Lille carrément? Est-ce que voilà, il y a plein de questions. Il faudrait être dans le groupe. Maintenant, moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première chose, juste sur Neymar, c'est Dubois. Si vous regardez bien le match, autour de la 15-20e minute, Dubois, il vient un peu, il y a une petite altercation du milieu d'un carton et il parle à Neymar. On a l'impression qu'aujourd'hui, les joueurs, ils savent. Dis-lui 2-3 mots et il va venir en 1 contre 1, le match est terminé. Ça ne va pas rater. Hein. Premier ballon derrière, Neymar, il prend et il va fixer Dubois. Et il a fait ça après pendant tout le match.
Donc ça, c'est la première chose. Et à un moment donné, quand même, c'est bien gentil. Son caractère, tu as le droit d'avoir un caractère, etc. Mais il y a bien quelqu'un qui va lui dire, hein, le football, ça ne peut pas être ça. On ne peut pas, à chaque fois qu'on te dit un mot, tu te crois que tu es au quartier et que tu vas défier le mec en 1 contre 1 pendant 90 minutes. C'est pas possible. À 28 ans, qui dispute un match de Ligue 1, etc., enfin, tu peux pas te permettre de péter un plomb dès que quelqu'un vient te souffler de 3 mots. Heureusement qu'il n'est pas en Série A, lui, parce que. C'est clair. La deuxième chose, sur la blessure, le communiqué, il est rassurant. Moi, j'attendrai quand même parce que, juste pour faire un petit point rapide, sur ce genre de blessure, en fait, à cause du bleu qu'il doit y avoir, parce que la cheville, elle a bien tourné, en fait, tu ne peux rien voir aux imageries, etc., pendant 48 heures. Donc, tu as des petits gestes à faire pour voir si c'est grave, pas grave, s'il n'y a pas de fracture. Mais ensuite, tu es obligé d'attendre. Et des fois, au bout de 48 heures, tu as une révélation en disant, tiens, le ligament, il est rompu, il est bien touché, etc. Et évidemment, ça changera parce que l'absence, elle passera de 1 à 4 mois. Donc aujourd'hui, en gros, il a de 1 à 4 mois. On verra en fonction de la blessure. Maintenant, sur la dernière chose, parce que ça a été beaucoup dit aussi, par beaucoup de gens, et même des supporters du PSG, l'histoire de ouais, mais il faut qu'il arrête aussi à un moment donné, il faut qu'il lâche la balle. Moi, c'est juste un scandale de dire ça. Oui. Parce que, et je parle même pas de son jeu, je parle juste de. Ça voudrait dire qu'à partir du moment où un mec vient te défier, tu as le droit de le défoncer. Mais où on a vu ça? Rapidement, on peut faire le parallèle avec l'histoire de la fameuse mini-jupe. Voilà, alors une fille qui est en mini-jupe, bah, elle a provoqué, donc à un moment donné, il faut qu'elle assume. Bah, pas du tout. Et le tag de Mendes, que Olas dise n'importe quoi ou quoi que ce soit, le tag de Mendes, il est scandaleux. Et moi, franchement, je suis pour une sanction dans ce genre d'histoire qui dure la durée de l'absence du joueur que tu as. Voilà. Ça va les calmer un peu, les mecs, parce qu'ils sont trop gentils. Ouais, il s'est jeté, il était énervé. J'en ai rien à foutre que tu sois énervé. Tu peux pas péter la cheville d'un mec juste parce que tu es énervé. Voilà. Et franchement, c'est scandaleux. Et ce qui a été dit hier dans certains médias, pour dire, ah, mais à un moment donné, il cherche. Mais c'est quoi ça? Ouais. T'as raison de préciser, Yacine. Et d'ailleurs, heureusement que l'arbitre a été voir la VAR ensuite pour mettre un carton rouge, parce qu'à la base, c'était un carton jaune quand même. Hein. Mousse, je voulais réagir. Oui, je voulais dire un mot, mais alors pas sur Neymar, parce que je me suis exprimé dessus. Il me semble que je me suis exprimé dessus. Moi, il y avait une scène qui m'a fait plaisir et qui m'a énervé. Hier, que j'ai vu. Ce qui m'a fait plaisir, c'est Florenzi. Et celui qui m'a énervé, c'est Mbappé. Il y a un coup franc en fin de match. Il y a un coup franc en fin de match, côté droit. Donc, tu as Florenzi il se dit, on n'a pas beaucoup de cartouches. Je pense que dans sa tête, il se dit, si je la passe à Mbappé, il va tricoter, il va perdre le ballon. Donc, lui, son idée, c'est comme il a une bonne patte droite, c'est de centrer, de la mettre dans le paquet, en espérant trouver soit la tête de Danilo, etc. Et pendant, 30-45 secondes, il me semble, tu as Mbappé qui lui fait des signes, genre donne-la moi, donne-la moi. Florenzi, et c'est ça qui m'a fait plaisir. C'est que lui, il ne se démonte pas. Mbappé ou pas Mbappé, champion du monde, ce que tu veux. Lui, il lui a dit non, tu vas là-bas, tu te mets truc. Et Mbappé a boudé, il n'a pas été. Et Florenzi a été jusqu'au bout. Et moi, ça m'a fait plaisir de voir un joueur, parce que je pense qu'un autre joueur, voilà, je pense qu'il a décalé à Mbappé. Mbappé fait son passement de jambe et il perd le ballon. Et ça m'a. D'abord, je n'ai pas aimé l'entrée en jeu d'Mbappé. Et cette attitude-là, moi, ça m'exaspère. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé la réaction de Florenzi qui ne s'est pas démonté et qui a été au bout de son idée. Voilà. Et d'ailleurs, qui a été un des meilleurs Florenzi sur le terrain. Enfin, en tout cas, pour moi, le meilleur. Avec Baker. Ouais. Et Navas, qui, comme d'habitude, Navas a repoussé les séances comme il. Juste pour finir. Yacine veut. Non, juste, ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'il manque un leader dans cette équipe. C'est clair. Et on a souvent critiqué Zlatan sur ses mots, sur l'histoire du club, etc. Mais en tout cas, Paris a raté des matchs avec Zlatan. Attention, Paris n'a pas tout réussi avec Zlatan. Mais en tout cas, il a amené ce truc et qu'il a amené à Milan. Je rappelle que Milan, quand même, quand il n'est pas là, c'est une équipe très moyenne de Serie A. Aujourd'hui, ils sont en tête de la Serie A. Et depuis qu'il est là, ils ont dû perdre un match. Voilà. Et il manque ce joueur-là, comme on voit au Real, par exemple, quand il n'y a pas Ramos. C'est un Real qui est totalement différent. Et en fait, il n'y a pas de leader. Et hier, il manque quelqu'un pour taper du poing sur la table dans l'attitude. Encore une fois, tu peux rater un match, tu peux rater des choses, mais tu ne peux pas avoir cette attitude-là. Et c'était le mot de la fin, et c'était bien résumé du match hier du Paris Saint-Germain. Donc, défaite du Paris Saint-Germain face à l'Olympique Lyonnais. Ça faisait 13 ans que les Lyonnais n'avaient pas gagné au Parc. Donc, une stat en plus dans le bilan du Paris Saint-Germain hier, pas forcément non plus positive. Dans le bilan de Tourelle, surtout. Ouais, dans le bilan de Tourelle, ouais. Dans la sacoche, il en a quelques-unes. Faire perso contre Olas plus Garcia,
C'est dur pour moi. Je vous le dis. La doublette est dure quand même. C'est dur. Il y a aussi la doublette Jacques-Henri Hérault Payet. Ouais, C'est pas mal non plus. Ça commence à peser lourd. Passons au tirage au sort, si vous le voulez bien. Donc, des tirages au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions qui a eu lieu ce matin. Je vais vous donner l'ensemble des affiches. Le Borussia Mönchengladbach qui affrontera Manchester City. La Lazio face au tenant du titre, le Bayern Munich. Atlético de Madrid, Chelsea. Leipzig, Liverpool. Le FC Porto face à la Juventus. Séville face à Dortmund. Le Real Madrid face à l'Atalanta. Et donc, le FC Barcelone face au Paris Saint-Germain. Une confrontation qu'on connaît bien, nous, les amis parisiens. Match aller le 16 et 17 février, match retour 16 et 17 mars. Ça sera Barcelone-PSG, évidemment, à l'aller. Puis, au retour, les Parisiens accueilleront le FC Barcelone. Nico, quand tu as vu le tirage, il ne restait plus beaucoup d'équipes. On l'a dit avec Mousse, quand c'était le Barça qui a été tiré, on s'est dit, bon, ça va être pour le Paris Saint-Germain. Évidemment, il y a le poids de l'histoire qui rentre en compte dans cette confrontation avec le traumatisme de la remontada, l'histoire entre Neymar et le Barça, la rumeur Messi au PSG. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte à l'heure d'analyser ce tirage au sort. Ouais, la première réaction, ça a été de dire merde quand même, parce que ça devient pénible de jouer toujours la même équipe en Ligue des Champions. Sur les forces en présent, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire aujourd'hui, parce que le match est dans 2 mois et que d'ici là, il va se passer tellement de choses que ça me semble complètement irréel de pouvoir analyser aujourd'hui avec justesse ce qui nous attend. Personne ne le sait. Comment sera le Barça dans 2 mois? Bien malin celui qui peut me le dire aujourd'hui. Le PSG, je ne suis même pas sûr qu'il aura le même entraîneur dans 15 jours. Donc d'ici 2 mois, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça va être la grosse affiche des huitièmes, que comme d'habitude, il y avait une équipe à éviter, et puis que comme d'habitude, c'est le PSG qui l'a prise. Ça, il n'y a pas trop de surprises malheureusement. Après, le truc qui me fait plaisir, il y en a deux même pour être honnête. La première chose, c'est que je me dis que Messi va pouvoir venir visiter les installations quand il va venir à Paris. Neymar va pouvoir lui montrer les vestiaires. On espère qu'il y aura le retour du public en même temps aussi, s'il peut avoir un peu de spectateurs. Et des discothèques. Donc ça, c'est le côté positif. Je me dis que voilà, ça va être une bonne petite prise de température de la part de Messi. Et puis ce qui me fait aussi un petit peu plaisir, c'est que je me dis que ça va peut-être permettre à certains de revoir le match de 2017. Cette fameuse remontada dont on nous casse les oreilles régulièrement. Et puis peut-être que ça va leur permettre de voir un peu le scandale de l'arbitrage de ce soir-là et de se rendre compte que cette fois-ci, il y aura le VAR et que ça ne pourra pas être la même. Donc voilà, c'est les deux petits côtés positifs, mais globalement, c'est un tirage qui ne me plaît pas parce que revoir le Barça encore et toujours, moi, ça me fatigue. J'aurais préféré l'Atlético, pour tout vous dire, ou même Séville. Après, évidemment que les dynamiques, Yacine, pour parler du tirage, les dynamiques de décembre ne sont pas celles de février. On le connaît assez bien au Paris Saint-Germain pour le connaître, avec notamment Manchester United, pour résumer. Est-ce que c'est l'occasion aussi pour Paris de prendre sa revanche définitivement et de un peu combler ce passé qui est douloureux pour le Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone? Pour les dynamiques, je crois que le Real, c'était encore pire. Parce qu'au moment du tirage au sort du Real, dans le trou et on se dit c'est un super tirage, c'est bon. Comme Manchester, si on disait Manchester, Mourinho, on va les prendre. Il venait de changer de coach. Ouais, il venait de changer, effectivement. Oui, moi je pense que de toute façon, en fait, tu n'effaces rien dans le football. Ce qui a existé, ça restera toujours. La remontada, tu peux faire ce que tu veux. Voilà. Après, tu peux pas l'effacer, mais en tout cas, passer à autre chose. Penser tes plaies. Voilà, passer à autre chose. Tu leur mets une raclée et puis personne ne te parlera de la remontada. Voilà. Maintenant, ça reste. C'est bizarre parce que y a trop d'histoires autour de ce match. Il y a la remontada, il y a Neymar parce que finalement, là tout de suite, c'est peut-être PSG-Barça sans Neymar. C'est ça. C'était aussi la question, c'est que Neymar, on ne sait pas la gravité de sa blessure, donc on ne sait pas s'il sera là. Voilà. Donc y a beaucoup de choses. Moi, je peux pas dire aujourd'hui c'est un bon tirage, un mauvais tirage. De toute façon. En fait, comment le tirage est fait? Nico a dit, on tape souvent les mêmes équipes. En vérité, comment le tirage est fait, tu es pratiquement obligé de te taper tout le temps les mêmes équipes. Puisque déjà, tu as le Real qui ne peut pas jouer 4 équipes des 8 qualifiées. Puisqu'il y avait 3 Espagnols, plus l'équipe qui est dans son groupe. Tu as les Allemands, c'est pareil. Il y en a 2 déjà qui ne peuvent pas tirer au sort. Donc finalement, quand tu fais les calculs, tu te retrouves vite avec un pari qui peut tirer genre Chelsea ou le Barça. Parce que nous, c'est toujours Chelsea ou le Barça. De temps en temps, tu as le Real qui vient se glisser, mais c'est Chelsea ou le Barça. Donc, ouais, qu'est-ce que tu veux faire? C'est la Ligue des Champions. En même temps, tu as toujours les mêmes équipes en huitième. Tu as pratiquement toujours les mêmes qui finissent premiers. Et tu as toujours les mêmes pays qui mettent beaucoup d'équipes. Donc, il te reste plus beaucoup de choix. Donc, toi, c'est le Barça ou Chelsea. Ce sera toujours pareil quand ils seront là.
Là, c'était Yacine Amnet, professeur de mathématiques et qui nous incombe de probabilité. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'avec maintenant le règlement, etc., c'est vrai que tu as souvent tendance à affronter les mêmes équipes. Mousse, toi, comment tu la vois, cette confrontation? Alors, on le dit, hein, on ne va pas se baser, évidemment, on ne fait pas de conclusion hâtive, mais le Barça est 8e de Liga, a gagné hier bon, difficilement contre l'Eventé, a pris 3-0 contre la Juve cette semaine. C'est pas un Barça en grande forme, on ne sait pas comment il sera en février, mais en tout cas, sur le papier, c'est quand même un tirage plus avantageux. Évidemment que les PSG Barcelone sont toujours différents, etc., et que les dynamiques peut-être s'annihilent quand vient le match et que ça reste des gros matchs. Mais comment juger cette confrontation et ce tirage au sort du FC Barcelone? Bah, comme Yacine et Nico, hein, on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est un bon ou un mauvais tirage. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que nous, on est les victimes préférées des bêtes blessées, quoi. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Barcelone est 8e ou 7e, je sais plus ce que tu m'as dit. Manchester, avant de les prendre, on se frottait les mains en se disant, oh là là, le Manchester de Mourinho, il est claqué au sol, etc. Après, on a vu arriver Solskjaer, on s'est dit, bon, Solskjaer, qu'est-ce qu'il va faire? Je crois qu'il entraînait une équipe de 3e division, je sais pas où. Donc, il faudra se méfier. Après, c'est pas du tout la même équipe qu'en 2017, que ce soit du côté Barcelone, du côté PSG. On en parlait avant l'enregistrement en off. Il reste peu de monde de l'époque remontada. Hein. Quand tu comptes bien, il reste Kimpembe. J'avais dit Kimpembe, Di Maria, Verratti et Marquinhos. Voilà, donc 4 joueurs. Et par contre, on a un super gardien. Et rappelez-vous que la défaite 6-1 au Camp Nou, la prestation de Kevin Trapp était juste nullissime. On avait l'impression d'avoir mis un amateur au cage. Il avait peur du moindre tir. On a l'impression que ses mains étaient faites en mousse et que tous les ballons passaient. Donc moi, ce qui me rassure, c'est que c'est une autre équipe. On y va avec un gardien solide. On reçoit cette fois-ci au match retour. Donc c'est quand même un léger avantage pourvu qu'on fasse un résultat positif. C'est-à-dire soit un nul sans prendre de but, soit une victoire. Écoute, il faudra analyser Barcelone après la trêve. Ce sera le boulot d'Yacine qui va nous débriefer tous les matchs. Tu auras du boulot, mon coco, jusqu'au 16 février. Sur le style de Paris United, évidemment. Exactement. Donc, on aura tous les débriefs des matchs de Barcelone. Écoute, si on gagne, si on élimine Barcelone, je pense que ça permettra aux supporters parisiens un peu de soigner ce traumatisme qu'a été la remontada. Si on se fait éliminer, bon, on va reprendre pour 10 ans. Voilà, tout simplement. Nico. Attends, juste, si la crise sanitaire, j'espère pour tout le monde, pour la vie déjà de tous les jours, qu'elle sera derrière nous au mois de mars. Le public. Le match retour, il sera au mois de mars. Mais vraiment, je pense que par rapport à toute cette histoire, si le parc pouvait accueillir du public, voire être plein, je pense que ça peut valoir le coup d'être vécu, cette histoire. Ouais. Oui, je pense qu'il faudrait être présent au stade. Il y a peut-être un moment d'histoire qui va s'écrire. Ouais. Nico. Après, le seul truc, moi, aujourd'hui, sur l'état des forces, effectivement, c'est difficile de savoir dans 2 mois comment les deux équipes seront. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le Barça, même s'ils sont bidons, même s'ils sont mal classés en Liga, ça reste un nom, ça reste une institution forte. Et le PSG va aborder ce match avec ça face à lui. Et même si c'est dégueulasse, eh ben, t'es pas comme le Bayern. Le Bayern, quand ils affrontent un Barça mauvais, ils en passent 8. Le PSG, je suis pas sûr aujourd'hui qu'il ait la maturité pour arriver et se dire on est nettement plus fort qu'eux, on est plus en forme, on est en confiance, on a retrouvé des couleurs après une première partie de saison difficile. Eux, ils sont mauvais. Mais tu vas quand même arriver là-bas en te disant merde, c'est Barcelone face à nous. Et je suis pas sûr qu'aujourd'hui ce club soit capable d'arriver en disant tout ce qui s'est passé avant, on le met de côté. On s'en fout que ce soit le Barça, on s'en fout que ce soit Messi, et on va montrer qu'on est au-dessus. Moi, c'est le seul truc qui m'inquiète, c'est que, et je l'ai vu souvent ça, ces dernières années avec Paris, je l'ai vu même à City, je l'ai vu à Chelsea, je l'ai vu contre le Real. Tu as toujours ce côté, on affronte des gros clubs historiques, nous on est encore un petit, et on a encore un petit complexe. Et je suis pas sûr aujourd'hui que même le Barça mauvais qu'on voit en ce moment, si c'est celui-là qu'on affronte, je suis pas sûr qu'on arrive à mettre ça de côté en disant, bon allez, on va en faire qu'une bouchée parce que c'est bidon en face. Après, Yacine, c'est quand même pas le FC Barcelone de 2017 avec les Andrés Iniesta, les Lionel Messi à son niveau il y a 2 ans, des Luis Suarez, etc. C'est pas la même équipe, là, on le voit. Enfin, tu as vu les matchs comme moi du FC Barcelone depuis le début de saison, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, même si on fait le travail en Ligue des Champions, mais c'est quand même compliqué dans le jeu. Il y a des problèmes, Messi n'est pas en forme.
Donc, c'est pas non plus un Barça, c'est pas un gros Barça que Paris Saint-Germain va affronter. Oui, parce que Koeman ne trouve pas encore aujourd'hui réellement son système, qui est à quel poste. Il y a des défaillances, notamment défensives, par exemple l'anglais Ouais. qui fait pratiquement une erreur à chaque match. Voilà, oui, mais on est le 15 décembre. Voilà, dans le 15 février, il peut se passer beaucoup de choses. Déjà, il y a un mercato en janvier, même si le Barça n'a pas beaucoup d'argent, mais on ne sait jamais, un ou deux joueurs. Il y a des joueurs qui peuvent se retaper. Voilà, et puis le Barça va aussi avoir le soutien de certains médias français, je crois, non? Qui vont rappeler la remontada. On parle du journal d'équipe. Non, mais c'est incroyable parce que dans l'équipe, mais je crois que tu l'as tweeté, Nico, je t'ai vu, parce que j'ai malheureusement dû suivre le tirage sur cette chaîne. Et j'aurais préféré l'avoir ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Et le premier commentaire, et Nico l'a tweeté, et ça m'a fait sourire parce que j'ai pensé exactement la même chose. Ah ouais, en cas d'élimination, je vois pas comment Neymar et Mbappé vont prolonger. Premier truc, hein, on parle pas de terrain, on parle rien tout de suite. Et ça m'a fait sourire quand j'ai vu le tweet de Nico. Voilà, je suis complètement d'accord avec toi et j'ai trouvé ça d'une débilité profonde. Et juste un mot par rapport à la différence avec 2017. C'est vrai que depuis 2017, Messi, il a perdu beaucoup d'influence sur les résultats de son équipe. C'est-à-dire qu'avant 2017, il était très influent. D'abord, rappelons que pendant la remontada, c'est plutôt Neymar qui a sauvé l'équipe que Messi qui n'a pas fait un grand match. Et depuis, on a pu voir que Messi, alors évidemment, en Liga, il a réussi encore à mettre des buts somptueux, etc. Mais il a beaucoup moins d'influence sur le résultat de son équipe. Et c'est là où je me dis, non seulement c'est pas la même équipe, mais en plus, tu as un Messi qui est plus déterminant, comme peut l'être Neymar au PSG en Ligue des Champions. On se rappelle dernièrement contre Manchester, c'est quand même lui qui, on va pas dire qui sauve l'équipe, mais un petit peu quand même. Donc c'est un petit peu rassurant l'état de forme de Messi, mais ça peut être aussi une source de motivation pour Messi aussi, de vouloir gagner le match à lui tout seul et de prouver aux Barcelonais qu'il est toujours le facteur X de cette équipe. Mm. Donc écoute, on verra, mais a priori, rappelez-vous, c'était en 2015, hein, quand on se fait éliminer, il rentre, il remonte ses chaussettes, il égalise, c'est terminé. Non, C'était en 2015. 2013 avec le but de 2013, Pastore. avec Ancelotti. Ah ouais, exactement. Ah, je pensais que c'était la rencontre sous blanc. Je pensais que c'était plus tard. Voilà, Mais là, c'est plus le cas pour Messi, donc moi, ça me rassure un petit peu. Nico. Ouais, sauf que Messi il fait la tronche d'être resté au Barça, il va faire une année en Liga dégueulasse, mais Messi, il n'a qu'un objectif, c'est la Ligue des Champions. Donc le Messi qu'on voit en ce moment, ce ne sera pas le Messi de février, c'est une évidence. Puis en plus, il va se retrouver face à son copain Neymar, il ne va pas arriver les mains dans les poches et il va pas nous sortir un match dégueulasse, hein. J'ai rarement vu Messi passer à côté des matchs comme ça, au moins dans la motivation, c'est qu'il sera là. Après, il n'a plus les jambes, il n'a surtout pas l'équipe autour de lui en ce moment pour l'aider à briller. Mais il ne faut pas compter sur un Messi qui va arriver en mode touriste, démobilisé. Ah, c'est pas ce que je dis, Non, Nico, mais bon, il est beaucoup moins influent. Et puis, comme tu l'as répété, hein, il est plus entouré des mêmes joueurs. Oui, Et, c'est et ça. je trouve que l'effectif, en qualité, il a peut-être un peu baissé. Je parle notamment du milieu de terrain, même si tu as De Jong, si tu as quand même des très bons joueurs, hein. Mais il n'y a pas la complicité que lui, il avait à l'époque avec les milieux, que ce soit 2017 ou antérieur à 2017. Et puis la relation avec Griezmann, elle n'est pas non plus extraordinaire. Ansu Fati, un coup il est titulaire, un coup il n'est pas. Il est blessé. Le petit jeune, Il est oui, blessé. alors Un mois et demi. moi j'ai pas vu beaucoup de matchs de Barcelone, je connais pas très bien l'actu, Je mais parle quand il était prêt ou quand il pouvait jouer, il n'était pas tout le temps titulaire Ansu Fati. Et tu avais aussi le petit jeune, j'ai oublié le nom, Puig. Ricky Puig. Ouais. Ah, Ricky Puig. C'est ça, Ricky Puig, Ouais. ouais. Je pensais à un autre nom, Parce mais qu'il y a je connais pas très bien cet effectif. Il y a Ouais. Pedri aussi qui a intégré le 11 Ouais. du FC Barcelone qui vient de la. Et n'oublions pas Bryce West aussi, très important. Ouais. Bah, n'empêche que Après, Sweat il rend des services en numéro 9. Alors, c'est peut-être Ah pas oui. le numéro 9 au monde, mais en tout cas, dans cette équipe, il y a besoin d'un point d'ancrage. Et depuis le départ de Suarez, malheureusement, l'effectif a été mal taillé, hein. Ils ont mal fait leur recrutement, etc., parce qu'ils n'ont plus d'argent et tout. Mais, Ils ont perdu encore Dembélé, d'ailleurs, sur blessure, encore une fois. mais Braithwaite te rend quelques services quand même. C'est pas le plus à blâmer du côté de Barcelone. et puis en C'était la plus, petite blague s'il du faut, jour. ça se trouve, ils n'auront même pas d'argent pour payer l'hôtel et l'avion pour venir à Paris. Donc, c'est même pas Et sûr qu'il ait lieu ce attends, match. Nico, est-ce que le PSG va demander une escorte pour Ah, le quart des Barcelonais? On ne sait pas. Demande à on Fred. Il faut demandait à demander Nani il faut demander bah oui, au directeur, à l'attaché de presse du Real Madrid. Il faudra lui poser la question. Sait-on jamais? Yacine,
c'est vrai qu'aussi, on parlait du FC Barcelone, que Messi était défaillant dans les matchs. Enfin, Nico disait qu'il n'était pas encore défaillant dans les matchs qui comptaient. Alors, je ne suis pas forcément d'accord parce qu'on peut citer les remontadas contre l'AS Roma. Le 3-0, il est sur le terrain. Le 4-0 contre Liverpool, qui prennent à Anfield, il est là. Donc, il y a aussi des exemples sur le fait que Messi répond plus forcément présent. Alors, aussi parce qu'il n'a pas l'équipe autour et les joueurs. Et le 4-0 au parc aussi, tu oublies, le 4-0 au parc. 0 au parc, effectivement. Donc, ça rentre en compte aussi dans l'analyse des matchs de Barcelone et de Messi, Yacine. Ouais, après, quand tu regardes bien, il en réussit 1 sur 2, en fait. Ouais, Par exemple, contre Liverpool, il réussit l'aller. c'est ça, c'est bien ça le problème. Pour le Barça, c'est d'arriver à avoir la capacité à être compétitif sur 180 minutes. Voilà. Et donc, s'il en réussit 1 sur 2, il faut espérer que ce ne soit pas le match qui compte. Ah. Moi, le seul truc, en fait, c'est que je me dis, est-ce que Messi, on sait de toute façon, 99,9%, parce que le football, on ne sait jamais. Mais Messi va quitter le Barça à la fin de la saison. Est-ce qu'il n'a pas envie d'un dernier gros coup? Voilà, et son gros coup, ce sera ça. Donc, je sais pas, moi, j'ai pas d'idée. Le seul truc, c'est que oui, cette équipe, aujourd'hui, collectivement et individuellement, elle est moins forte que tous les Barça depuis 10 ans. Voilà, c'est simple. C'est le plus faible Barça depuis 10 ans. Ils n'ont pas aidé aussi par ce qui se passe dans les coulisses, entre les présidents, les mauvais recrutements, les salaires, les choix, enfin bref, les guerres. Les guerres. Ah, surtout le mercato. Hein. Franchement, chaque saison depuis 4 ans, ils ont fait au moins un transfert à 100 millions ou plus. On peut citer Dembélé, Coutinho, Griezmann. Ouais. Tu as quasiment un demi-milliard qui s'est envolé. Et je ne dis pas que ça a servi à rien, mais en tout cas, ça ne leur a pas fait gagner de titres ou de titres majeurs en tout cas. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça. Maintenant, ça reste, malgré tout, il y a des joueurs qui sont tous internationaux, il y a des joueurs qui ont un certain talent, et que effectivement, si le PSG n'est pas au complet, au top, ouais, il peut toujours y avoir des surprises. Voilà. Et dans 2 mois, on sait, on l'a vécu plusieurs fois. C'est pas moi aujourd'hui qui vais dire ouais, le PSG, c'est bon, tranquille, hein, Nico, tranquille, 4-0, si Paris est sérieux. Attends, mais Draxler, peut-être qu'il va faire une vidéo dans une pizzeria. On va voir aussi ça, tu vois. Après, parce que j'ai oublié tout à l'heure Draxler. J'ai oublié Draxler tout à l'heure. Ouais. Sur les forces en présence aujourd'hui, il n'y a pas une des deux équipes qui ressort plus que l'autre parce que le PSG est vraiment mal au point. Le Barça, c'est peut-être pire, mais à l'arrivée, tu retrouves quand même 2 équipes qui sont fatiguées, qui sont mal organisées, avec des individualités qui ne répondent pas forcément tout au bon moment. Aujourd'hui, c'est 2 équipes qui sont quand même très très médiocres. Donc, ce qui va être important, ça va être de voir comment, après la reprise, chacun a bien travaillé, chacun va se relancer. Ça va être important la trêve de couper, de repréparer les joueurs comme il le faut. Et puis, il va falloir relancer une dynamique. Donc, voilà, aujourd'hui, si le match se jouait demain, il n'y a pas un favori, franchement. Hein. C'est deux mauvais qui vont s'affronter, quoi. Donc, ça laisse de quoi pour améliorer. Après, Nico, en Ligue des Champions, bon, je pense que les 2 équipes, comme ce n'est pas du tout les mêmes compétitions, peut-être montrent un autre visage. Je ne pense pas que Messi ne sera pas motivé à l'idée de gagner la double confrontation. Et pareil pour Neymar et Mbappé, pour ne citer qu'eux. Mais aujourd'hui, ces 2 équipes n'ont pas de collectif, tu as raison. Donc aujourd'hui, à part en termes de classement, on va dire, parce que le PSG est peut-être mieux placé et a plus de chances de remporter le championnat que Barcelone, pour qui je pense c'est terminé. Ils ont trop de points de retard, même si on est en première partie de saison. Mais bon, aujourd'hui, ça va tellement vite. Moi, c'est impossible aujourd'hui de dire si c'est un tirage avantageux, pas avantageux. Il faudra attendre comme Manchester, c'est-à-dire après la trêve, voir le comportement de Barcelone et le mercato. Côté barcelonais, je pense que ça va être très difficile d'avoir des mouvements. Par contre, côté parisien, je pense que Nasser, quand il a vu Barcelone sur l'écran, il a dû transpirer un peu. Il n'a pas envie de revivre une deuxième remontada, donc, ou en tout cas une deuxième élimination par Barcelone. Donc c'est possible qu'il y ait du mouvement en janvier du côté du Paris Saint-Germain. Pourquoi pas un Houssem Aouar qui viendrait compléter le milieu de terrain. Qui sait si le PSG fait le forcing pour l'avoir cet hiver. Houssem Aouar, c'est une piste qui date bien avant l'arrivée de Leonardo. Et c'est exclusivement une demande qatari. Même quand Leonardo est arrivé, mais il y a eu des discussions avant l'arrivée de Leonardo entre l'entourage familial de Aouar et des dirigeants du Paris Saint-Germain. C'est une vraie piste que veut faire le PSG.
Donc, il y aura peut-être du renfort. Alors, moi, perso, j'y crois pas trop pour le mercato hivernal. Je vois pas comment Lyon pourrait le lâcher. Parce que je sais plus s'il est en fin de contrat en 2021 à Lyon ou en 2022. Donc ça, j'en ai aucune idée. Mais peut-être renforcer sur un ou deux postes, notamment latéral, parce que Bernat, il sera peut-être pas dispo pour février, j'y crois pas du tout. Peut-être à l'arrivée d'un latéral gauche et un autre milieu qui ferait plus l'affaire que ce qu'on a déjà actuellement, et peut-être aussi des départs de l'autre côté pour pouvoir faire des arrivées. Ouais. Bon, je pense qu'on a été complet hein, sur ce PSG Barcelone, on a tout dit. Je vais vous demander quand même un petit jeu de pronostic sur l'ensemble des tirages des huitièmes de finale. Vous me dites pour vous qui va passer quand même, sans forcément débriefer. Vous me dites pour vous qui passera. Borussia Mönchengladbach, Manchester City. Qui passe? Ah, Gladbach, c'est pas mal hein, en termes de jeu. Hein. Mais bon, City, je pense. City, Yacine, Gladbach. Gladbach. Nico. Tu notes, hein, Hugo, pour qu'on ait les résultats. Je note. Tu notes, hein? Je note. Ben, moi, je vais dire City. City, d'accord. C'est pour ça que j'enregistre tout. Hein. Je vous ressortirai les capsules. On en reparlera dans le podcast hein, parce qu'on se voit on se voit 2 fois par semaine, donc on a le temps. Vous inquiétez pas, on conserve les vidéos bien. Lazio Bayern. Bon, je pense que là il n'y a pas trop de difficultés. Le Bayern évidemment. Atlético Madrid Chelsea. Plus compliqué là. Ah, ça c'est un match très équilibré par contre. Hein, ouais. Ah, je mettrais une pièce sur Atlético quand même. Ouais, Chelsea. Chelsea. Ouais. Ah, je vais mettre aussi Chelsea, parce que Yacine, il connaît mieux le foot que Mousse. C'est-à-dire que Mousse ne connaît pas le foot. C'est vrai. Hein. Voilà. En tout cas, moins bien qu'Yacine, ça c'est sûr. Leipzig-Liverpool. On les connaît bien en plus, hein, Leipzig. On les a eu dans notre pool et puis on les a eu au Final 8 en demi-finale. Liverpool, Leipzig. Ouais, Liverpool. Je pense qu'au niveau armada offensif, c'est un peu. Le Leipzig, c'est un peu ce que Liverpool, c'est un peu l'équipe que Leipzig aimerait bien être peut-être, mais sans avoir les individualités, je pense. Et puis je pense que le match retour à Liverpool, ça peut faire basculer beaucoup de choses quand même. Mais bon, faut noter quand même que les blessures de Joe Gomez et Van Dijk les pénalisent au niveau défensif, Liverpool. C'est quand même compliqué cette saison. Mais là, oui, je pense aussi, comme vous, que Liverpool qui passe l'écart. Porto-Juventus. Ouais, Juve. Sur ce qu'on a vu de Porto en Ligue des Champions, hein, bon, c'était contre mais la Juve, c'est pareil, en Serie A, un truc, c'est pas terrible. Hein. Ça commence quand même à aller un peu mieux, la Juve. Hein. Ils ont gagné 3-0 contre le Barça. Ça fait un peu match référence pour eux. Ils peuvent capitaliser dessus. Nico, pareil, tu dis la Juve. Ouais, le Porto, c'est faible. La Juve. Ah, plus compliqué aussi, Séville FC Dortmund. Et on rappelle, hein, Lucien Favre qui a été licencié hier après sa défaite 5-1 contre Stuttgart. Ah, j'avais pas vu. Moi, j'avais même pas vu l'info. Il faut activer les notifs hein, quand même. Hein. Ouais. Non, moi j'ai tout désactivé justement. Alors, en tout cas, voilà. Lucien Favre est licencié, donc Séville FC Dortmund. Séville, mais alors, parce que je pense que Séville, mais ça me ferait plaisir pour Meunier aussi, mais c'était juste comme ça gratuit. C'est autre chose, c'est plus personnel pour Yacine. Donc Séville, Nico, tu dis quoi toi? Je vais dire Dortmund. Toi, Mousse? Je vais dire Séville parce que Yacine connaît mieux le foot que Nico. Donc, ça sera la devise de la fin de votre... J'attendais l'occasion de la placer. Donc, Real Madrid-Atalanta. Beau match. Hein. Atalanta. Et vous avez vu je dis ça, mais Papou Gomez, je vois qu'il va partir peut-être cet hiver. Papou Gomez qui a dit qu'il voulait pas, enfin que la situation s'était dégradée avec Gasperini, son entraîneur. Ah, très chaud, très chaud. Du coup, interne, qui est le capitaine quand même. Je vais dire le Real quand même. Je vais dire le Real. Yacine. S'il y a Ramos, le Real. S'il n'y a pas Ramos, pas le Real. Bon, on ne peut pas prédire, mais alors du coup, ça serait le Real avec Ramos. Ouais. Nico. Le cœur va parler, là, moi je veux dire l'Atalanta. Atalanta, le jeu. J'ai pas de sang italien, j'ai aucune origine. Hein. C'est l'autre partie du cœur. Voilà, le football offensif, le football total. Et puis donc le dernier, hein, le match qui nous concerne, FC Barcelone-PSG. Je sais que c'est difficile de se mouiller, mais bon, on l'a fait pour alors, je vais prendre le parallèle de Yacine. Ah oui, mais là, avec des si, on fait le monde. Non, s'il y a Baker, on passe. S'il n'y a pas Baker, on est éliminé. Bon, alors, ça sera pour avantage Baker ou pas pour Mousse. Nico. Évidemment, Paris, quoi. C'est le choix du cœur. Moi, je vais dire aussi avec un si. S'il y a Tourelle, ça va être chaud. Par contre, s'il n'y a plus Tourelle, je pense que ça va être facile. D'accord. Yacine? Moi, Barcelone, parce que comme je suis nul en pronostic, normalement, c'était l'inverse qui va se passer. Voilà, t'as bien fait alors. T'as bien fait. Bon, en tout cas, on verra tout ça. Et toi, Hugo, c'est quoi toi, ton pronostic?
Moi, je dirais le PSG quand même, parce que ce que j'ai vu du Barça depuis le début de saison, alors sur 2 matchs, évidemment, c'est possible, mais ils ont quand même une grosse fébrilité à l'extérieur, le Barça. Et si un peu le retour des spectateurs, je pense au Parc des Princes, ça peut quand même le faire. Mais quand même, grosse interrogation avec la blessure de Neymar, et ça déterminera quand même beaucoup, je pense, la performance des Parisiens. Donc, je dirais, moi, comme vous avez tous mis des si, moi, je dirais le Paris Saint-Germain avec Neymar qui passe. Sans Neymar, ce sera plus compliqué. Il y aura Baker, t'inquiète. Tant que Baker est là, Ouais. tout va bien. J'ai un peu de mal. Hein. Sa reprise hier, là, elle me reste encore là hein, quand même. Hein. Du coup, je suis désolé, mais là, tu peux pas trop le défendre. Hein. Je précise d'ailleurs sur Baker, j'aimerais que vous relayiez un petit peu. Il y a un nouveau hashtag, ça s'appelle Baker Live Matter. Et franchement, ce hashtag, il me tient à cœur. Il commence à prendre doucement, mais il prend. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de soutien de la part de la communauté Paris United. Je dis ça, voilà, je voulais juste le dire. Écoute, je ne l'ai pas vu, mais à la fin du podcast, je m'empressais de retweeter ton hashtag. Pas de problème. Il commence évidemment pas moi, mais. Yacine, il reste fidèle à ses convictions, à ses opinions sur Michel Baker. Bon, je pense qu'on a été complet. On a été complet sur tous les sujets du jour. Il y avait beaucoup de trucs, beaucoup de choses à débriefer, évidemment, et je pense qu'on a été complet. Je voulais vous remercier, Yacine, Mousse et Nico, d'avoir été avec moi aujourd'hui pour débriefer toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Et on se donne rendez-vous jeudi pour l'après-match de ce PSG Lorient, évidemment, en Ligue 1. Et puis, il y aura aussi, évidemment, en fin de semaine, le beau PSG Lille. C'est Lille-PSG, non? Dimanche. Lille-PSG dimanche. Lille-Paris Saint-Germain, gros affiche. Avec toujours cette interrogation, sur quelle chaîne? Sur quelle chaîne, évidemment. Normalement, ça sera quand même sur Téléfoot parce qu'ils diffusent jusqu'à Noël. Pour l'instant, en tout cas, c'est le communiqué de Mediapro. C'est qu'il n'y aurait pas de blackout, ça diffusera les matchs jusqu'à. En fait, ils ont le droit de diffuser tant qu'il n'y a pas un nouveau contrat qui est signé. Voilà. Donc, pour l'instant. Jusqu'au 31 janvier, gratuitement, quand même, il faut le dire. Mais bon. On va pas aller sur ces débats. C'est un peu trop complexe et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir été avec moi. Et puis on se donne rendez-vous jeudi pour un prochain podcast. Le 80e numéro du podcast, ce sera jeudi, déjà 80. Voilà, ça passe. Et on est toujours aussi heureux d'être avec vous pour parler de l'actualité du Paris Saint-Germain. Salut à tous et puis à jeudi. Ciao. Ciao. Salut.